Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci d'avoir choisi France Info après 9 mois de silence depuis votre départ de Matignon. Vous publiez donc Alerte sur la France qui vient. Rouge écarlate, la couverture à l'appui aux éditions de l'Observatoire, alerte sur la dette et les risques de guerre des générations qui planent sur le pays. On va en parler longuement, mais d'abord l'actualité, c'est le pays qui suffoque. 43 degrés à Bordeaux demain, épisode de canicule historique, une fête de la musique, on en a parlé à haut risque ce soir. Estimez-vous que le gouvernement a les choses en main, que les pouvoirs publics, les maires de notre pays prennent les bonnes décisions? Tous font ce qu'ils peuvent. Parce que ce sont des circonstances largement inédites pour une partie. Et après, j'ai écouté votre débat précédent avec le proviseur du lycée Carnot. C'était intéressant parce que ce qu'il affirmait, à juste titre, c'est comment se prépare-t-on sur le long terme, pas là, dans les jours qui viennent, on va faire ce qu'on peut. Selon toute probabilité. Et la question, moi je suis effaré, j'ai vu tout le débat sur faut pas faire de la climatisation. On peut, et c'est pas cher, à condition de se tourner vers les solutions techniques qui existent. Et la solution technique principale, c'est la géothermie. Nous avons sous nos pieds, nous sommes debout sur un formidable appareil à faire de la chaleur l'été et du froid, de la chaleur l'hiver et du froid l'été. Et on s'en sert pas. La France. Ou à Paris, par exemple ? Partout. Partout. C'est-à-dire, on creuse le sol et on a une. On creuse le sol. On a des pompes à chaleur qui peuvent inverser le. L'hiver fournir de la chaleur. Et l'été, on enfouit la chaleur dans le sol. C'est-à-dire que ça n'est plus ce qu'on dit. Ça, écologiquement, ça va partir. Technologiquement, c'est complètement au point. Et écologiquement ? Et écologiquement, c'est complètement au point. C'est absolument gratuit, absolument éternel. Tous les outils qui permettent, les pompes à chaleur qui permettent de produire des calories et des frigories, elles existent. Alors pourquoi on ne le fait pas avant ? C'est la grande question. Vous étiez aux affaires. Des canicules, il y en aura d'autres. Non, mais quand on regarde les budgets récents, François Bayrou, sur la décarbonation, la transition, l'adaptation. Ça, c'est l'intérêt général. Vous en conviendrez. Pourquoi l'écologie est devenue la variable d'ajustement ? C'est la seule chose que vous n'ayez pas le droit de dire s'agissant de moi. J'étais commissaire au plan et j'ai sorti le très grand rapport sur la géothermie, comme le grand rapport sur l'électricité nucléaire, qui traite en réalité de la même question. Comment produire sans nuisance pour le climat, l'atmosphère, le climat et la planète. Il y a, je ne sais pas pourquoi, mais j'en traite dans le livre, il y a un chapitre sur ce sujet, il y a un très grand doute des écologistes sur la science et la technique. Ils considèrent que la science et la technique, c'est un moyen d'éviter le problème. Et en réalité, ce qu'ils défendent, je crains, c'est quelque chose comme la décroissance. On va revenir en arrière. Il n'y a pas de solution sur la décroissance. Et donc, ces phénomènes qui sont des phénomènes de très long terme, qui sont des phénomènes de décennies, de siècles, et certains diront sans doute à juste titre de millénaires, ces phénomènes-là, il faut les prévoir et investir. Et investir, ça demande justement d'abord de l'argent. Ce que je défends, la géothermie, ça n'est pas cher. Ah oui ? Ça n'est pas cher, il suffit d'étaler dans le temps cet investissement qui vous permet d'avoir de la chaleur l'hiver et de la fraîcheur l'été gratuitement. Je vous donne le chiffre simplement, le chiffre des économies. La géothermie, ça produit de la chaleur quand on en a besoin à l'hiver avec 80% d'économie par rapport à la chaleur électrique normale. La climatisation, c'est 90% d'économie. Et ce qu'on appelle le rafraîchissement, c'est-à-dire la température ambiante moins 8 degrés, c'est 98% d'économie. La solution est au débat public, merci. On verra qui s'en empare puisqu'on est en présidentielle, en campagne. Je voudrais qu'on vienne à votre livre. Il est clairement dans la continuité de l'alerte que vous aviez sonnée à Matignon. Notre pays joue sa peau, écrivez-vous. La tempête vient, le navire n'est pas en l'état de l'affronter et personne ne propose de s'occuper du bateau. Fin de citation. Ce qui vient, c'est quoi, précisément ?
Ce qui vient, c'est extrêmement simple, c'est la confiscation de tout ce que nous créons, du travail que nous allons faire, des moyens que nous pourrions avoir, la confiscation pour payer la dette que nous avons laissé grandir inconsidérément. La dette, sous la forme d'intérêts, donc. Oui, c'est le paiement des intérêts. Je résume ça très simplement. Il y a 50 ans que nous n'avons pas voté un budget en équilibre. 50 ans. Donc tout le monde est responsable. Tous les gouvernements successifs et toutes les inspirations successives. Vous reconnaissez vous-même avoir voté des budgets qui n'étaient pas... Oui, enfin moi je bon me suis budget battu depuis 20 ans, vous en êtes témoins tous. C'est vrai que c'est votre constance. Sur jouer le rôle de Cassandre, oui, mais, qui n'est pas toujours plaisant. Ouais, c'est pas plaisant, mais c'est juste. Et donc, pas de budget en équilibre. Donc on a un déficit tous les ans. Et c'est intéressant la question parce que c'est la première fois qu'un livre explique le mécanisme. Et il est, je crois, absolument clair une fois qu'on a découvert. Donc, budget en déficit. Le déficit, c'est pas du déficit, c'est de la dette. Vous empruntez le déficit. Et l'État, à la différence des particuliers et des entreprises, l'État ne rembourse, la France n'a jamais remboursé 1 euro de la dette. Vous entendez ça? Oui, puisqu'il a monté. On a 3 500 milliards de dettes, 3 500 fois 1 000 millions de dettes. On n'a jamais remboursé 1 euro. Mais les intérêts de la dette les intérêts, eux, ils augmentent. Et pour vous dire un chiffre... On rembourse en empruntant, en fait, c'est ça la vérité. Alors, pas seulement. On rembourse en empruntant, et même on emprunte pour payer les intérêts. Alors, ce que vous nous dites, les Français, alors peut-être ont du mal peut-être à prendre les décisions qui viennent avec cette alarme, mais ils l'ont compris malgré tout, non ? Ce que vous dites dans votre livre, ça va plus loin. C'est que si on ne fait rien, c'est la guerre, non pas de tous contre tous, mais des jeunes contre les aînés, les boomers. Parce que... Vous dites que les jeunes, ceux qui arrivent sur le marché du travail, auront un fardeau qui sera le plus lourd de l'histoire ? De l'histoire. Le plus lourd des générations. Jamais il n'y a eu fardeau aussi lourd. Parce qu'on a fait des dettes pendant les guerres. La guerre de 14, la guerre de 40. On les a effacés avec l'inflation. Mais on les effaçait par l'inflation, par les dévaluations et par la croissance. C'est-à-dire que, je vous donne un chiffre pour qu'on l'ait en tête, c'est incroyable, entre la valeur du franc français en 2014 et la valeur du franc français en 1999. Cette valeur a été divisée par 200. En un siècle, c'est ça? En moins d'un siècle. La conséquence, c'est quoi, très concrètement, si rien n'est fait? La guerre civile, la guerre des jeunes contre les vieux? La première conséquence, c'est qu'on n'aura pas l'argent pour faire ce qui est indispensable. Et notamment pour s'occuper des jeunes. Les jeunes, ils vont avoir la double punition. La première punition, c'est qu'ils vont avoir une charge comme aucune des générations n'en a eu, et pour une durée qui sera toute la durée des 15 ou 20 ans qui viennent. Et la deuxième conséquence de tout ça, c'est que évidemment, on va se trouver avec une contestation par les plus jeunes. Vous insistez beaucoup sur la possibilité d'un conflit. Il y a un point que vous ajoutez dans votre démonstration qui est assez convaincante. C'est que non seulement on a une dette énorme, mais en plus la production française a tendance à... La France a tendance à s'appauvrir. Voilà. Mais c'est pas tendance. Elle s'appauvrit. La France s'appauvrit. Mais comment on démontre ça? La France s'appauvrit par rapport à nos voisins. Je donne un chiffre que j'avais donné évidemment dans les débats où j'ai essayé de convaincre l'Assemblée nationale que c'était le sujet dont il fallait s'occuper. Ils ont refusé absolument de faire ça. On va y revenir. Mais j'avais donné un chiffre très simple. Je prends même pas la richesse des États-Unis ou la richesse de l'Irlande ou la richesse de la Suisse. Je prends la richesse des Pays-Bas. Pays-Bas, c'est pas... si nous avions les ressources du Pays-Bas, nous aurions des revenus de 30% plus élevés. L'État aurait 30% de budget de plus et les salaires seraient de 30% plus élevés. Donc il y a un problème de production. Mais moi, je voudrais vous interroger parce que le constat, il est très, très clair. On finit en une phrase. Pourquoi les Pays-Bas en sont là? Pour 2 raisons principales.
La première, ils accueillent les entreprises alors que nous leur faisons volontiers la chasse. C'est pas ce que dit Emmanuel Macron. Les très grands. Non, on a les meilleurs taux d'investissement dans des entreprises étrangères. Il a raison, mais il suffit d'ouvrir les journaux pour voir à quel point les grandes entreprises françaises sont ciblées. Encore nos voisins. Sont ciblées, et quand elles sont ciblées, elles s'en vont. Et donc, et deuxièmement, parce qu'ils travaillent plus que nous. Et vous voyez bien que les réponses, elles sont simplissimes. Hein. Donc justement. Ou bien on va couper dans les retraites et les salaires de la fonction publique, ou bien on va augmenter les charges sur tous ceux qui travaillent, ou bien on va travailler plus. Eh bien, moi, je choisis d'être du côté de travailler plus. Travailler plus, ça veut dire une réforme des retraites. Vous parlez de la bataille des générations. Est-ce qu'il ne faut pas aussi raboter un peu les retraites que touchent actuellement les boomers, dont nous faisons partie, parce qu'elles sont élevées par rapport à la moyenne européenne, ces retraites. On peut faire les choses à la condition que ce soit débattu à partir de la vérité avec les citoyens. Si vous faites des choses que vous leur imposez sans avoir partagé avec eux la responsabilité... Mais vous avez vu le débat à l'Assemblée nationale sur la désindexation des pensions de retraite des seniors les plus aisés. Chaque fois, c'est la levée de bouclier. Ce débat, il existe depuis des années. Non, ce n'est jamais pas possible. Vrai. Pardon, le débat existe, mais personne ne dit la vérité comme elle est. Ce livre, c'est un livre pour dire la vérité. Mais François Bayrou, vous l'avez dit, cette vérité, pendant quasiment 2 semaines, matin, midi et soir, après avoir décidé de mettre en jeu la confiance des parlementaires, et vous avez été défié. Moi, j'ai une question. Il y a une forme de déni, manifestement. Pourquoi cette question de la dette, vous le dites, vous le redites, elle n'est pas perçue comme une priorité? La faute à qui? Ça fait des années que vous alertez, et vous voyez bien qu'à chaque fois, même quand vous demandez aux Français, ce n'est pas la dette et les déficits qui arrivent comme la priorité des priorités. Aujourd'hui, on n'est pas loin que ce soit le premier sujet. Ça reste le pouvoir d'achat, ça reste la sécurité, la santé. C'est vrai. Mais parce que... Comment vous l'expliquez, ça? C'est très simple. Les responsables politiques ne dirigent pas l'opinion, ils la suivent. Ils sont là tous les matins. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne serai pas candidat à l'élection, parce qu'autrement, on dirait que c'est pour moi que je défends cette thèse. Et surtout... Donc il y a une forme de quoi? De populisme? Autour de moi, tout le monde dirait « François, c'est pas sérieux, tu ne peux pas faire campagne ». Je me souviens de quand j'ai fait une campagne en 2007 sur ce sujet, de Nicolas Sarkozy qui se gaussait sur le fait qu'on puisse faire une campagne sur un sujet... Donc c'est du manque de courage. Il plaque à l'opinion. On croit toujours que c'est les dirigeants qui dirigent. C'est ce qu'on croit. On les élit pour ça. Ils sont élus pour ça. Et en vérité, c'est pas comme ça que ça se passe. Les dirigeants, ils sont soumis à la pression perpétuelle de l'opinion, des médias. Monsieur le ministre, vous avez vu, vous avez perdu 3 points hier. Alors les types tremblent, leurs entourages leur disent c'est pas possible. Donc ils collent aux attentes. Ils collent aux attentes. Mais oui. Et à contrario, celui qui se présente avec votre programme de redressement des finances nationales, si je comprends bien, il est sûr d'être battu. D'abord, il n'est pas sûr, mais on a très bien connu ça. Dans les années 30, en Grande-Bretagne, il y a eu une élection en 1935 absolument majeure. C'est l'exemple de Baldwin que vous connaissez, ça, dans laquelle Churchill dit « Mais vous voyez bien, il y a Hitler qui arrive ». Et tous les autres l'écartent complètement, il devient minoritaire dans son parti, et ceux qui gagnent, c'est les pacifistes. Et quand Hitler devient si menaçant qu'on ne peut plus l'ignorer, Churchill monte à la tribune et dit « Mais enfin, en Grande-Bretagne, on ne monte pas à la tribune, s'avance à la tribune. S'avance à la tribune et il dit « Mais vous saviez très bien ce que je disais, pourquoi vous avez choisi cette attitude ?» Et Baldwin répond « Je vais vous répondre avec une effroyable sincérité. » C'est les mots qu'il utilise. J'étais le chef d'un grand parti. L'opinion était plus pacifiste qu'elle ne l'a jamais été pendant le siècle. Si j'avais dit la vérité, j'aurais perdu les élections. François Bayrou, irresponsabilité des dirigeants, manque de courage, voilà, c'est très clair. Mais quand même, vous étiez aux affaires. Emmanuel Macron gouverne depuis presque 10 ans. Il a creusé la dette et les déficits, les fameux 1000 milliards. Il y a eu des crises, bien sûr, mais vous l'avez vu, vous étiez aux premières loges. Il a contribué sur beaucoup de sujets, au-delà du Covid, à creuser cette dette.
Vous le reconnaissez, ça ? Bien sûr, mais alors, dans l'ordre des présidents de la République, celui qui a creusé le plus, c'est François Mitterrand. Oui, très, très loin. mais je vous interroge J'arrive. Nicolas Sarkozy, très important après la crise de 2008, et Emmanuel Macron, et François Hollande pour sa part, Emmanuel Macron, ils ont aussi continué dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des crises. C'est l'argument des crises à chaque fois. Non, c'est pas l'argument des crises. Si vous relisez les débats de toute cette époque, tous ceux qui montaient à la tribune, c'était pour dépenser plus. Oui, bien sûr. Tous. Les oppositions je cite Marine Le Pen. Poussaient à la dépense. Oui, il faut ouvrir grand les vannes de la dépense publique, disait Olivier Faure. C'est une phrase que j'ai retrouvée. Il n'était pas le seul. Tout le monde dit ça. Parce que, évidemment, l'émotion publique, elle est juste. Et donc, jamais il n'y a eu de gens qui se sont mis de l'argent dans la poche. C'est pour les Français que tout ça a été dépensé. Alors, mais le jour vient où il faut se mettre en tête une loi. Quand il y a des crises, on dépense pour soutenir l'activité, mais en dehors des crises, on économise. Alors, je voudrais qu'on avance. On n'a jamais fait dans un mot sur la méthode. Le vrai keynésianisme, c'est ça. Parce que on est keynésien, donc on dépense. Keynes, il disait pas ça. Il disait quand il y a de la croissance, il faut économiser. Bon. C'est exactement ça. Le grand économiste que vous citez, Keynes, il disait il faut dépenser dans les crises et économiser dans... un mot quand même rétrospectif sur la méthode. Vous ne regrettez rien. C'était perdu d'avance, François Bayrou, que d'aller au vote de confiance. Et vous le saviez, vous nous parlez des oppositions à l'instant. Vous aviez une assemblée fragmentée, sans majorité, très sonore. Vous saviez que vous alliez perdre. Est-ce qu'au fond... D'abord, je pense toujours qu'il y a un moyen de convaincre les gens. Moi, j'ai suivi cette période au jour le jour. C'était ingagnable. Laissez-moi. Vous ne regrettez pas ? Je ne regrette rien. Et pourquoi ? Parce que, selon moi, c'est ce que ce livre explique, la clé, ce n'est pas les déclarations des hommes politiques. Au demeurant, j'aurais été censuré dans le mois qui venait, puisque je proposais un budget. Par exemple, je n'aurais jamais signé le renoncement à la réforme des retraites. Oui, mais vous avez précipité le pays dans une crise politique. Donc je ne pouvais pas tenir. Il y aurait eu une motion de censure, de toute façon. Mais c'était annoncé. Mais la raison principale, c'est que quand vous avez un sujet majeur pour la survie du pays, et que les responsables politiques ne veulent pas entendre, il faut prendre le pays à témoin, donc, si quel que soit le risque. Bien sûr, quel que soit le risque. Sébastien Lecornu, qui suspend la réforme des retraites, mais qui empêche une nouvelle crise politique, qui a un coût aussi, puisque vous parlez des déficits. Les crises politiques, elles ont des conséquences économiques. Alors, je vous rappelle, mon gouvernement a fait voter des budgets qui avaient été refusés par les à propos des gouvernements précédents. Nous avons fait voter le budget de l'action publique, nous avons fait voter le budget social, nous avons fait baisser le déficit, comme aucun gouvernement ne l'a fait. On a pris un déficit à près de 6 à 5,8 et on l'a ramené à 5,1. Hollande l'avait ramené à 3. Oui, mais en une seule année, qui a fait 0,8 comme ça sur un an. En une seule année. Je ne dis pas que ça soit formidable. Je dis qu'on a fait ça, on a fait voter la loi d'orientation agricole, on a fait voter la loi sur le narcotrafic. Et en effet, j'ai lancé cette épreuve de vérité. Et vous exactement comme le héros de Laurent Geoffrin, qui est Pierre Mendès France, l'a fait sur la décolonisation. Il est monté à la tribune sur le sujet le plus grave du temps, en disant si vous ne voulez pas choisir la seule orientation qui puisse sauver le pays, eh bien, je ne pourrais pas assumer la politique de renoncement. Il y a une petite question, juste avant de parler de 2027. Vous faites un portrait d'Emmanuel Macron qui est assez flatteur, et vous essayez d'expliquer pourquoi il est impopulaire. Alors, vous dites, c'est tout simple, il est trop. Qu'est-ce que vous entendez exactement par il est trop intelligent, il montre trop ça, ou il est trop... Je pense qu'on peut mettre le trop en facteur commun. Trop jeune, trop romanesque dans son histoire personnelle, trop maîtrisant les dossiers très vite, ce qui fait que dans les débats, on a l'impression que ses contradicteurs ne peuvent rien contre lui. Et bref,
tout C'est ça a le premier de fait la classe. naître... Il énerve parce que c'est le premier de la classe. Oui, il n'est pas tout à fait le premier de la classe, mais... Enfin, non, mais c'est oui. une formule. Il paraît trop maître des choses et difficile à déstabiliser. Et ça a fini par nourrir, je crois, un agacement à son endroit qui fait que, même quand il convainc les gens, et Dieu sait que les 3 ou 4 jours que nous venons de vivre, la semaine que nous venons de vivre, c'est quand même une chose oui, vous le reconnaissez, un talent sur la scène internationale. Qui fait que, même dans ces cas-là, même ceux qui disent c'est formidable, ils ne sont pas contents. Le temps nous est compté, François Bayrou. Moi, je voudrais vous entendre sur les candidats de la présidentielle. Vous avez vu l'interview d'Édouard Philippe dans la Tribune dimanche, aujourd'hui. Ma conviction... Et la mienne dans le JDD ? Si, bien sûr. Mais vous êtes ici en direct. Ma conviction, ma stratégie, dit le patron d'Horizon, candidat donc, c'est que pour l'emporter et pour faire avancer le pays, il faut un grand rassemblement de la droite et du centre. Vous, le patron du centre, du MoDem, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui dites OK? Moi, vous connaissez l'engagement de ma vie. L'engagement de ma vie, c'est de rassembler toutes les forces qui sont parfaitement caractérisées, qui sont les forces, je vais employer le mot juste, qui sont les forces réformistes du pays. C'est un réformiste, Édouard Philippe. Et donc, on va voir. Et donc, c'est pas un réformiste. Je ne veux pas me prononcer sur les personnes. Je vous explique ce que j'ai pour moi comme nécessité. Qu'est-ce que j'appelle réformiste? Au moins 2 choses essentielles. La première, c'est voir les problèmes comme ils se posent. On en a vu un là. Et accepter de les énoncer, de les sur traiter. Les déficits. Et la deuxième, il a pris la deuxième, c'est que se rassemblent tous ceux qui refusent l'entente avec un extrême comme avec l'autre. Bon, donc l'idée de rassembler Horizon et MoDem, le moment venu... Laissez-moi finir la phrase. Et donc, tous ceux qui disent jamais l'extrême droite et jamais l'extrême gauche, jamais ce que Mélenchon est en train de faire avec des teintes incroyablement antisémites, par exemple, constamment le jeu sur cette question-là. Et tous les deux, les extrêmes, ils ont un point commun simple. Ils disent, c'est pas vous qui allez devoir payer ou participer à l'effort. On va faire payer, les uns disent les immigrés et l'Europe, et les autres disent on va faire payer les riches. On comprend, et donc, on comprend l'idée du bouc émissaire, c'est une idée qui est contraire à l'idée de la démocratie. Il nous reste une poignée de secondes. Ma dernière forme. question. Vous direz le moment venu. Vous n'êtes pas candidat, hein, ça c'est une certitude. Je ne suis pas candidat. Vous direz... Je ne suis pas candidat parce que être candidat, ça veut dire... D'une certaine manière, on est forcé de renoncer à dire la vérité. Et je pense que cette élection doit être une élection de vérité. Il y aura que des menteurs dans l'élection. Hein. Donc vous direz le moment venu. Oui, aujourd'hui, il y a quasiment... Pour qui aujourd'hui, c'est qui, s'il fallait choisir? Je pense que si l'élection était demain. Tout à fait possible. L'élection, elle se joue quand? Elle ne se joue pas aujourd'hui. Elle se joue entre novembre et février. J'ai l'impression que Gabriel Attal, vous lui taillez quand même des costards dans votre livre. Non. Pas tendre. Qui incarne les valeurs du centre aujourd'hui dans cette campagne le mieux? Il n'y a pas de candidat centriste. Ma conviction que des candidats vont apparaître dans le jeu qui, pour l'instant, n'est pas Pas ceux qui sont sur la ligne de départ? Ceux-là sont sur la ligne de départ, à condition qu'ils disent 2 choses. On regarde les problèmes et jamais d'alliance avec un extrême ou avec l'autre. Bon, Est-ce qu'il va y avoir des candidats nouveaux? Est-ce qu'il va y avoir des candidats nouveaux? Je le crois et j'en suis certain. Nouveaux, mais dans la droite ou dans le bloc central ou... Ouais, un peu partout. Le jeu n'est pas fini. Si vous lisez, attention, par exemple, le temps s'achève. Est-ce qu'à gauche, le nombre de candidats est réglé? Non. Non, très bien. Ça, je sais que non. Est-ce qu'à droite, le nombre de candidats est réglé? Voilà, je sais que non. Et, ça va se décanter. Et dans le fleuve central, il y aura aussi... Vous prenez une grande union sacrée. Pourquoi pas de Retailleau à François Hollande? On n'y est pas. Vous reviendrez, j'espère, François Bayrou, quand on sera dans le dur de cette présidentielle ô combien importante pour les Français. Merci à vous. Merci. D'être venu dans Tout est politique. Alerte sur la France qui vient. C'est aux éditions de l'Observatoire.